Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Certains d'entre vous m'envoient parfois des messages pour me demander quel livre je leur conseillerais. Et comme c'est bientôt les fêtes de Noël et que se pose la question de cadeaux utiles pour son entourage, eh bien c'est une question qui est revenue assez souvent. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, comme ça peut servir à tout le monde et je vais vous parler rapidement de 4 livres. Je tiens à dire que je ne suis pas payé par les auteurs ou par les maisons d'édition, d'ailleurs j'ai prévenu ni les uns ni les autres, donc il n'y a pas d'argent en jeu, je fais ça juste parce que c'est des bouquins qui m'ont plu et voilà. Alors je ne doute pas que certains commentaires trouveront encore qu'il y a un lobby derrière cette vidéo, parce qu'en ce moment c'est la mode sur à peu près toutes mes vidéos. Alors des fois le lobby qui manipule c'est le GIEC, des fois c'est EDF, des fois c'est Areva, des fois c'est le gouvernement. Il y a toujours un grand méchant qui tire les ficelles. Donc là ça sera l'industrie du papier. Mais trêve de baradage, c'est parti. Je vais commencer avec un petit livre qui s'appelle Environnement et énergie de Amar Bellal, qui est professeur agrégé de génie civil. C'est un petit ouvrage de 180 pages, un ouvrage de vulgarisation, donc c'est très facile à lire, c'est sur environnement et énergie, et ça complète bien mes vidéos sur l'énergie ou les conférences de Jean-Marc Jancovici, par exemple, si vous connaissez. Et surtout, l'avantage de ce livre, c'est que Amar Bellal, c'est quelqu'un qui va au contact des gens. Il fait des conférences, il fait des débats publics, il discute avec différents acteurs, et du coup, il a écrit ce livre pour essayer de répondre aux questions qu'on lui oppose tout le temps. Donc, si vous posez des questions sur l'énergie, eh bien, il y a des chances que cette question soit dedans et vous trouviez cette réponse dans ce petit ouvrage de vulgarisation. Alors, je dois dire que ce livre m'a été offert, j'ai pas été payé par l'auteur, mais c'est un cadeau. Il me l'a offert quand on s'est vu physiquement lors de la visite du laboratoire de Bure, comme ça, parce qu'il est super sympa. Et sans ça, je serais peut-être pas tombé dessus parce que je lis assez peu d'ouvrages de vulgarisation sur l'énergie, vu que c'est un sujet que je vulgarise moi-même. Du coup, je lis plutôt des bouquins un peu plus gros, qui vont plus dans les détails, qui vont un peu plus loin, comme cet excellent ouvrage de Mathieu Ozano qui s'appelle L'or noir, la grande histoire du pétrole. Et ça, c'est excellent. Alors, vous pouvez voir que c'est gros, il y a de la matière. Mathieu Ozano, c'est un journaliste qui traite des questions à la croisée entre environnement et écologie, et il a notamment le blog Oilman sur Le Monde, et c'est un des plus grands experts français du pétrole. Et c'est l'actuel président du Shift Project. Et si vous ne connaissez pas le Shift Project, je vous invite à jeter un coup d'œil parce qu'ils font du boulot intéressant. Et là-dedans, on apprend vraiment beaucoup de choses. En fait, on suit chronologiquement l'histoire du pétrole. Ça commence par la découverte du pétrole et les premiers usages, et peu à peu, on se rapproche de notre époque à nous. On voit se constituer les grandes entreprises pétrolières et on voit la mainmise qu'ils ont eue sur le monde. En lisant ce livre, on se rend compte de toutes les saloperies que les pays occidentaux ont fait pour avoir un accès continu à un pétrole pas cher et maintenir la stabilité de leur société et de leur croissance. Ok, on en entend un peu parler, mais avant de lire ce livre, je pense que je sous-estimais considérablement ce qu'ont fait les États-Unis, mais aussi pas mal de pays d'Europe, pour avoir un accès à cet or noir qui est le moteur de nos sociétés modernes. On apprend plein d'autres choses fascinantes, comme le rôle hyper important qu'a joué l'approvisionnement en pétrole dans la victoire contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore que le premier choc pétrolier est beaucoup plus dû à un maximum de la production américaine, à un pic pétrolier local, qu'à une décision politique des pays de l'OPEP. Alors c'est vrai que c'est un gros livre et ça peut en refroidir certains, mais honnêtement ça se lit comme un roman. C'est intéressant, c'est captivant, c'est plein de rebondissements et globalement c'est une œuvre journalistique de vulgarisation et du coup ça se lit très bien. Si un voyageur du futur arrivait là et me demandait quel ouvrage du futur je voudrais, je lui demanderais la suite de ce livre dans 30 ans. Parce que je pense que la question pétrolière va jouer un rôle hyper important dans les sociétés et dans les décennies à venir. Parce que le pétrole, on le sait, il est là en quantité finie et il joue un rôle primordial dans le système de transport, mais il a également des applications non énergétiques qui sont hyper importantes, comme les plastiques, mais aussi toute la chimie organique, dont les médicaments par exemple. Donc la question de la diminution des ressources énergétiques amène à un autre sujet dont on me parle tout le temps et sur lequel j'ai plein de questions et plein de gens me demandent de faire des vidéos, c'est le sujet de l'effondrement. Et en attendant d'avoir éventuellement des vidéos un jour sur ce sujet complexe, polémique et apte à susciter plein de passion, je peux vous recommander 2 livres. Tout d'abord, Les limites à la croissance dans un monde fini, qui a 3 auteurs, Donella Meadows, Dennis Meadows, son mari, et Jorgen Randers. C'est une réédition du célèbre livre de 1972, The Limits to Growth. C'est un livre qui est absolument fondamental, je pense, pour ceux qui s'intéressent à l'effondrement. C'est très bien vulgarisé, donc c'est aussi une bonne porte d'entrée pour ce sujet. Et surtout, ça s'intéresse à la dynamique derrière une possibilité d'effondrement de la société. C'est un ouvrage qui est écrit par des chercheurs du MIT pour vulgariser leurs travaux de recherche et c'est les premiers un peu à s'être intéressés à cette question de l'effondrement. En fait, la question à laquelle ils essayaient de répondre, c'était est-ce qu'il y avait des limites physiques au métabolisme de notre société et notamment à la croissance économique? Et bien, ils en ont trouvé et ils ont essayé de comprendre ce que ça pouvait impliquer pour nos sociétés. Donc c'est vraiment des questions qui seront encore d'actualité. C'est des travaux scientifiques qui font partie d'une branche de la science qu'on appelle la dynamique des systèmes qui essaye d'étudier les systèmes complexes.
Donc en fait, ils ont pris un certain nombre de caractéristiques de nos sociétés comme la population, la pollution, la production industrielle, les ressources naturelles disponibles, et ils ont regardé comment ces caractéristiques étaient reliées entre elles. Souvent, c'est par des mécanismes non linéaires, et c'est pour ça que c'est des systèmes complexes. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une base de connaissances sur comment des systèmes complexes comme nos sociétés fonctionnent et comment on essaye de les modéliser. Alors évidemment, on peut toujours faire des critiques. C'est très difficile de faire des pronostics sur l'avenir et d'essayer de comprendre les sociétés. Et par exemple, en 1972, le réchauffement climatique n'était pas un phénomène très étudié et ce n'est pas intégré dedans. On peut aussi reprocher à cette approche que l'humanité soit modélisée comme un grand tout. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de disparité d'accès aux ressources naturelles ou d'inégalité, et du coup, ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une première approche hyper efficace, hyper utile, et c'est facile à comprendre. C'est une bonne porte d'entrée pour cette question complexe. Et c'est aussi un livre qui a une importance historique, qui a marqué un changement dans notre façon de concevoir l'environnement. Mais il y a un livre que j'ai trouvé encore plus intéressant sur l'environnement, c'est L'effondrement des sociétés complexes de Joseph Tainter. Honnêtement, c'est un livre qui est plus difficile à lire, et le style se rapproche plutôt d'un ouvrage universitaire. Même si c'est le livre le plus intéressant que j'ai lu sur cette question, je le conseillerais plutôt à ceux qui connaissent déjà un peu le sujet et veulent aller plus loin. Un des gros problèmes pour parler d'effondrement, et vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est que les gens qui en parlent utilisent souvent des définitions différentes. Et ça rend tout un peu plus difficile. Donc Tainter, dans le début de son livre, il revoit les différentes définitions qu'on peut donner à l'effondrement, il en fait une analyse critique, et ensuite il donne sa propre interprétation. Et en fait, l'interprétation de Tainter, elle vient d'une analyse historique d'effondrements qui ont eu lieu dans différentes civilisations. Et ça, c'est un point qui est intéressant, parce que son analyse est basée sur du réel, sur des éléments passés. Alors je ne tiens pas à rentrer plus dans les détails, parce que ce serait un peu vous spoiler, parce que c'est un poil compliqué, et parce que ça vaudrait le coup de faire une vidéo. En tout cas, c'est le livre le plus convaincant que j'ai lu sur l'effondrement, et si cette question vous obsède, je vous le conseille fortement. Voilà les 4 livres que je vous recommande. J'espère que cette vidéo tournée un peu à l'arrache juste avant de partir en vacances vous mènera vers des lectures intéressantes, et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et de bonnes vacances pour ceux qui, comme moi, en prennent. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.